bonsoir. Voilà, merci Luc Ferry d'être là et avec nous en direct. Dany n'est pas là. En direct aussi, Danny Cohn-Bendit. Merci beaucoup, Danny Cohn-Bendit, d'être là. Téléphone, si j'ose dire. Voilà, merci. Bonsoir, Danny Cohn-Bendit. Il vous dit bonjour, Bernard Kouchner. Danny Cohn-Bendit vous dit bonsoir. Bonjour, Dany. Bonsoir, Bernard. Merci à l'un et à l'autre, à tous les trois. Merci beaucoup, Bernard Kouchner, encore. On va revenir à la situation de guerre. Écoutez, s'il vous plaît, d'abord les vieux amis. Voilà, vous êtes pas si vieux. Vous êtes amis, mais pas si vieux. Il n'est pas là quand je suis là. Merci Bernard Kouchner. Monsieur. Merci. L'actualité en France d'abord, très exactement. Et plus tard, on reviendra à toute la dimension de l'Europe, la dimension du budget. La France risque-t-elle de se retrouver sans budget? Ça, c'est un thème qui vous passionne particulièrement, Luc Ferry, vous, l'ancien ministre. D'abord, cette actualité très immédiate. La France insoumise qui veut abolir le délit d'apologie du terrorisme tel qu'il avait été rétabli il y a quelques années. Écoutons d'abord, ou lisons très exactement l'argumentaire de la France insoumise face à l'instrumentalisation du délit d'apologie du terrorisme pour museler les opposants politiques. Son abrogation est une nécessité. L'extrême droite lance l'offensive avec le plein soutien de la Macronie. On parle évidemment surtout des déclarations qui ont été faites souvent sur la question d'Israël et Palestine. Réaction, Luc Ferry. Écoutez, il y a le texte, comme on dit, il y a le sous-texte. Voilà. Le texte, c'est celui qu'on voit là, qui ne défendrait la liberté d'expression aujourd'hui. Le sous-texte, ça veut dire quoi, si je traduis un peu brutalement? Ça veut dire on veut continuer à cracher la haine contre les Juifs et Israël sans risquer d'être placé devant les tribunaux. C'est pour ça que ça suscite un tollé, y compris d'ailleurs maintenant, ils ont mis longtemps, mais de la part de la gauche démocratique, des sociodémocrates qui sont montés finalement au créneau pour dire c'est ignoble, parce qu'on sait très bien que c'est ça qui est derrière, évidemment. Voilà, et donc, en vérité, on vit quelque chose d'assez fascinant et que personne n'avait prévu. C'est le passage de l'antisémitisme de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est de ça qu'il s'agit, en vérité. C'est ça qui est en dessous. Et il ne faut pas être naïf, c'est bien de ça qu'il s'agit. Moi, tous mes copains juifs sont terrorisés aujourd'hui, ou en tout cas ils sont accablés aujourd'hui par le fait que pour eux, l'extrême gauche, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, l'extrême gauche ou la gauche, c'était des gens comme Dany, c'était des gens comme Kouchner. Et pour la première chose, c'était la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Et puis là, c'est l'inverse. Et moi, ce que je regrette, je suis heureux de voir que des sociodémocrates, évidemment, disent ce qu'il faut dire sur l'ignominie de ce projet de loi, de ces propositions de loi. Mais ce que je regrette, c'est que pour faire barrage, comme on dit au Rassemblement national, la gauche démocratique a été obligée de s'associer avec ces gens-là. C'est la honte. Dany ? J'avoue que... Non, d'abord, Luc a raison. Le problème, je ne vois pas l'utilité de ce débat aujourd'hui, si ce n'est, ce que vient de dire Luc, que, en fait, ce n'est pas de l'apologie du terrorisme de déclarer que le Hamas est une organisation de résistance qu'on doit et qu'on peut soutenir. C'est-à-dire que la France insoumise et ceux qui parlent pour la France insoumise sur le conflit israélo-palestinien, veulent se positionner clairement du côté du Hamas. Et pour cela, ils veulent supprimer, cette loi pour être libre de dire n'importe quelle ignominie. Donc, et ça, c'est un vieux problème de la gauche. C'est un vieux problème de la gauche. La droite a des tas de problèmes, je veux pas, qui a soutenu Pinochet, qui a soutenu... Bon, mais on parle de la gauche. Nous avons soutenu Castro. Nous, je dis la gauche, même si moi j'avais d'autres positions personnellement, mais la gauche. Castro, résultat des courses, une dictature. Nous avons soutenu l'émancipation du Nicaragua, justifié. Résultat des courses, une dictature. Nous avons soutenu le Viet Cong et la lutte contre l'impérialisme américain, justifié. Résultat des courses, une dictature. Nous avons soutenu le mouvement de libération algérien. Résultat des courses, une dictature. Vous voulez que je continue ? Non, mais là, vous faites le bonheur de Luc Ferry, là. Regardez, Luc Ferry, il est comme un coq en pâte, là. Écoutez. C'est pour ça que j'ai jamais été à gauche.
Il y a oui, mais à droite, on a soutenu Pinochet, la CIA. Pas De Gaulle, pas ton ami De Gaulle. A massacré, donc, a massacré la démocratie chilienne et a organisé cette démocratie. Pas De Gaulle. Je ne veux pas parler de la droite. Je ne veux pas parler. Donc, si Luc Ferry est content, très bien. Si Darius Rochemin est content, très bien. C'est ma vérité. Darius est au milieu. Ma vérité à moi. Ma vérité à moi, qui est que quand on doit soutenir l'émancipation des peuples contre le colonialisme, contre l'impérialisme, mais que, et je le répète toujours à la fin, c'est Albert Camus qui avait raison. On ne peut pas soutenir des organisations qui veulent en fait mettre en place, à la place du colonialisme, de l'impérialisme, un État, une dictature. Voilà. Et le pire, si vous voulez, ça a été, pas le pire, mais le summum, ça a été ceux qui ont soutenu l'ayatollah Khomeini, qui, quand il est revenu en Iran, et on peut dire qu'il y a, en ce moment, vraiment, l'Iran a la palme d'or de l'ignominie dictatoriale. Voilà, c'est notre problème, c'est le problème de la gauche, et que ce que la France insoumise ne comprend pas, on peut soutenir les Palestiniens, je soutiens les Palestiniens, je soutiens les deux États, mais à condition de condamner totalement le Hamas et les propositions et l'État que veut le Hamas. Oui, là, Dany évoquait les voyages de Sartre et de Foucault à la gloire du soleil de la Révolution, comme ils disaient eux-mêmes à l'époque, à savoir Khomeini. Bon, et c'est vrai. Et en Union soviétique. Voilà, et l'histoire de la gauche et de l'extrême gauche, malheureusement. Bon, et en effet, tu as raison, Dany, de retirer Camus de cette histoire, de l'extraire de cette histoire qui est un peu l'histoire de la honte, l'histoire des intellectuels français. Bon, l'histoire de la pensée 68, comme je l'ai appelé. Bon, il y avait aussi Aron. La tragédie algérienne, c'est un livre magnifique, et on avait quand même un libéral, un homme de... Aron venait quand même de la gauche, d'une certaine manière, puisque quand il était étudiant, il était socialiste, bon, il était juif, donc il n'avait pas de sympathie pour l'extrême droite. Et est-ce qu'on paye encore aujourd'hui ce passif historique ? Moi, je suis toujours frappé de voir sur les plateaux, par exemple, si quelqu'un a été nazi ou fasciste, c'est une honte totale. Par contre, maoïste, alors qu'il y a eu des dizaines de millions de morts, c'est presque une sorte de, de coquetterie de jeunesse. Il y a parfois d'anciens maoïstes sur ce plateau, oui, j'ai été maoïste, c'était amusant, ça, je suis allé en Chine, voilà. C'est juste 65 millions de morts, la révolution culturelle. Donc, et ce qui est fascinant, en effet, il y a d'ailleurs plusieurs livres sur le sujet. Il y a un très bon livre de Aron, Démocratie et totalitarisme, et puis un livre d'un de ses anciens élèves, Alain Besançon, je confonds avec Besancenot, ce qui n'est pas la même chose, et passé russe et présent soviétique, oui, c'est un bon lapsus, et qui dit, mais voilà, c'est dingue qu'en France, on considère qu'au fond, avoir été maoïste... Alors, vous savez, je vais vous dire, sur les Mao, je les ai très bien connus, Dany les a connus encore mieux que moi, mais lui, il est jamais tombé là-dedans, Dany. C'est pour ça que je cause avec lui avec amitié, parce qu'il a jamais été un salaud défendant le trotskisme ou le maoïsme. Bon. Et donc, moi, ce qui me fascinait avec les maoïstes, c'est qu'ils disaient, mais voyez, nous, on a été bien parce qu'on critiquait l'Union soviétique, d'accord ? Ça, c'était le grand thème des Mao. Mais ils critiquaient l'Union soviétique, pourquoi ? Parce que c'était le rapport Khrouchtchev et qu'elle était révisionniste, alors que Mao maintenait vivant la flamme du stalinisme, pur et dur. Et donc, c'est dingue qu'aujourd'hui, on ne dise pas la vérité là-dessus. Les Mao, c'était les pires. Voilà. Et donc, moi, j'ai plein de copains qui ont été Mao, mais je peux pas vraiment parler avec eux parce que pour moi, c'est pas mieux que le nazisme, c'est 65 millions de morts aussi. Bon, et donc voilà, c'est vrai que l'histoire de la gauche, voilà, moi pour ça j'ai un immense respect pour Camus, mais aussi pour Raymond Aron, qui a quand même été sur cette question notamment algérienne, qui a été un grand homme et qui a eu beaucoup de courage, parce que le vrai courage, c'est de s'opposer à son propre camp. Il s'est opposé à toute la droite. Est-ce qu'il y a cependant une forme de modernité, disons de sens, je vous laisse, mais juste ce chiffre peut-être pour relancer la discussion, une forme de modernité de la part de LFI, de la part de M. Mélenchon, qui sont le reflet de la réalité de maintenant, pas d'une gauche du passé. Le fait que l'importance de l'électorat musulman pour lui, qui est là,
qui a le droit de citer comme n'importe quel autre. Ce sont les chiffres, c'est un sondage que La Croix avait commandé. Là, aux dernières élections européennes, 62% des électeurs musulmans ont voté LFI. Si on remonte aux présidentielles de 2022, 62% aux européennes. Si on remonte à 2022, c'était 69% des électeurs musulmans pour Mélenchon. Visiblement, parce qu'évidemment, et c'est leur droit le plus strict, Gaza, en moyenne pour les musulmans en France, est une cause qui est importante, il touche là une fibre. Ben oui, bien sûr. Mais notre ami Bernard, pour qui j'ai le plus grand respect et la plus grande amitié, Kouchner, je veux dire, qui était là, il a dit, en pensant à Gaza, et je comprends très bien ce qu'il voulait dire, même si la formule était évidemment malheureuse, il a dit, je comprends qu'on devienne antisémite. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a 40 000 civils qui ont été tués à Gaza, voilà. Et que lui, comme humanitaire, ne peut pas être insensible à la question. Évidemment que ça veut pas dire, soyez antisémite et je vais voter LFI. C'est pas ça qu'il voulait dire. La formule, encore une fois, a beaucoup choqué, mais néanmoins, je comprends ce qu'il veut dire. Et moi, je suis pas du tout un fan de Netanyahou. C'est-à-dire que je pense que Netanyahou, il est peut-être très bon dans la guerre, mais c'est pas lui qui fera la paix. Et c'est pour ça que je pense que pour Israël, Netanyahou est une catastrophe. Je le maintiens. C'est une catastrophe parce que c'est quelqu'un qui est absolument hostile à la solution par deux États. Et je pense que ça met, en fait, c'est lui qui met, c'est un de ceux qui mettent en danger l'existence même d'Israël. Parce que, à force de pas vouloir la paix, on finira par mettre en danger l'existence même d'Israël, parce qu'un jour, il y aura une bombe sale qui arrivera quelque part. On a vu que le 7 octobre, la protection d'Israël n'était pas parfaite. Voilà. Et donc, je suis, moi, très inquiet pour l'existence d'Israël, et en même temps, je rejoins Dany quand il dit que on ne peut pas, et Bernard Kouchner quand il dit on ne peut pas être insensible à ce qui se passe à Gaza. C'est plus une prison à ciel ouvert, c'est un enfer à ciel ouvert. Aucun d'entre nous ne voudrait vivre là-bas. Darius. Oui, Dany, oui. Allô. Oui, non, vous avez toujours tendance à vous tourner vers la droite. Non, c'est moi qui me fais engueuler parce que je regarde. C'est ce que Jacques Chirac disait à Anne Sinclair, mais il n'est pas Jacques Chirac et je ne suis pas Anne Sinclair. Donc, et vous n'êtes pas. C'est dommage d'ailleurs, Darius. Je sais que c'est dommage pour moi. Oui, allez-y. Non, parce que là, quand vous voulez des arguments pour ma réponse, et puis vous avez pris la réponse de Luc, vous avez le droit, il parle bien, donc pas de problème. Non. C'est pas nouveau et ce n'est pas moderne. Reprenez le livre de Jean-Paul Sartre, Les communistes et la paix, où Jean-Paul Sartre fait l'éloge du stalinisme contre l'impérialisme. Et si vous voulez, aujourd'hui, et il voulait respecter électoralement 25 à 30% de l'électorat. L'électorat communiste de l'époque ouvrier était un électorat philo-stalinien. Et donc, Sartre, qui était ancré à gauche, a fait l'éloge du soi-disant pacifisme des communistes. 50 ans après, on lui a posé une question, parce que il avait refusé, au temps moderne à l'époque, un texte sur les camps de concentration en Russie. Et 50 ans après, on lui a demandé, mais c'était une erreur. Et Sartre a donné la réponse incroyable. Il y a des moments historiques où où le mensonge est nécessaire et l'on ne doit pas dire la vérité. C'est ça le problème de la gauche. La droite a autant de problèmes, hein, mais aujourd'hui, quand on parle de ces problèmes, la gauche ne veut pas voir ceux qui défendent le Hamas, parce que la situation des Palestiniens à Gaza est horrible. Ils ne comprennent pas qu'en défendant le Hamas, ils défendent l'Iran. Ils défendent ceux qui massacrent les femmes en Iran, la révolte des femmes. Voilà ce qu'il faut. Le projet étatique du Hamas, c'est l'Iran. Et donc, c'est pour ça que la position de LFI est non seulement inacceptable, mais c'est une vieille position de la gauche contre l'impérialisme, contre les méchants, contre le colonialisme. Eh bien, on a le droit de défendre n'importe quel projet dictatorial.
Oui, une petite mise au point sur la droite. Ceux qui ont soutenu, la droite qui a soutenu les régimes d'extrême droite en Amérique latine ou ailleurs, c'est les États-Unis, c'est pas la droite républicaine française, c'est pas vrai. Il faut rappeler quand même que le général de Gaulle, il se lève en permanence contre la guerre au Vietnam, par exemple. Et donc jamais aucun gaulliste n'a soutenu, en tout cas certainement pas le général de Gaulle, les saloperies qui se passaient, Videla, Pinochet et les autres en Amérique latine. Il a eu un peu de tendresse pour Franco. Premier voyage pour Franco après le pouvoir. Écoutez, mon père a fait la guerre d'Espagne avec Malraux, je peux vous dire qu'il a... Alors Malraux, vous allez pas me dire qu'il était pas gaulliste, hein. Et donc mon père a fait la guerre d'Espagne avec Malraux, il a été empoisonné, il a été fusillé, il est rentré dans un état épouvantable. Moi j'ai vécu tout ça, évidemment, il m'a raconté tout ça. Le gaullisme, c'est ça. Et donc moi si je n'ai jamais été à gauche, normalement j'aurais dû être à gauche. Quand j'étais gamin, j'avais 17 ans, 68, tous mes copains étaient de gauche. C'est à cause de ça, c'est à cause de ce que... Voilà, la fameuse phrase qui résume ce que Dany a dit, mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Voilà, c'était ça qu'on entendait partout. Et quand tu voyais Dany, les mecs de l'AJS, tu te souviens, mais ils étaient d'une connerie et d'une méchanceté abyssale. Enfin, ces gens étaient immondes. On pouvait pas être d'accord avec eux. Oui. Non, mais moi je voudrais juste dire, parce que j'ai pas répondu à une question sur les maoïstes. Oui. Moi, je ne suis... Enfin, on peut aujourd'hui être ami avec quelqu'un qui était d'extrême droite. Je vous donne un exemple. D'extrême droite ? Je suis devenu ami d'Alain Madelin. Alain Madelin était d'extrême droite, était fasciste, Occident. D'ailleurs, la première confrontation que j'ai eue avec lui et d'autres, c'est quand il a voulu attaquer l'Odéon qui jouait les paravents. Et nous avons défendu. Mais je l'ai rencontré au Parlement européen et Alain Madelin était un libéral démocrate avec qui nous avons pris, nous avons pris des initiatives, le passeport pour la liberté, ensemble. Oui, il y a des évolutions des personnalités, des êtres humains, et donc je dis que c'est pas parce que quelqu'un a été maoïste qu'il est inacceptable aujourd'hui, c'est pas parce que quelqu'un a été à Occident comme Alain Madelin qu'il était inacceptable aujourd'hui. J'ai du mal à croire c'est ça. Oui, mais toi, tu n'es pas un vrai démocrate. Non, je suis un républicain. Oui, mais moi, je suis foncièrement... Non, mais je dis ça, pas ça méchamment. Moi, je suis foncièrement démocrate. J'ai vu des gens de gauche, qui étaient des gens très sympas, qui sont devenus terroristes. Et ils avaient été sympas. J'ai vu des gens de droite et d'extrême droite qui ont compris les erreurs et qui sont devenus des Européens convaincus. Donc pour cela, moi je dis, je ne condamne personne par rapport à son histoire si je comprends qu'il a évolué par rapport à cette histoire. Ça, c'est ma position de libéral-démocrate. Chrétien, j'aime ton côté catholique. Avançons, et cette fois, pardon de revenir à des choses un peu plus triviales que le pardon des offenses, c'est la situation politique très immédiate. Demain. C'est pas un pardon, c'est une compréhension de l'être humain. C'est pas un pardon et je suis pas catho. Juste un point là-dessus. On l'a compris. Juste un point là-dessus parce que c'est un grand... Oui, mais juste... Alors court. Oui, non, Darius. Allez-y. 10 secondes là-dessus. Je suis évidemment d'accord avec Dany. J'ai des amis, mon ami André Comte-Sponville qui a été communiste, je l'adore. C'est pas voilà. J'ai des amis qui ont été Mao, voilà, qui sont bien sûr parce qu'ils le sont plus. Ils ont changé d'avis. Maintenant, je pense qu'ils restent toujours dans ces erreurs qui sont en vérité des fautes. C'est pas simplement des erreurs de compréhension, c'est pas simplement des erreurs d'intelligence. Pour adhérer à ça, il fallait quand même avoir une disposition d'esprit, une disposition morale très particulière. Voilà. Et donc je pense qu'on le paye toujours. Voilà. Et donc que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, je pense qu'on le paye toujours. On le paye toute sa vie d'une certaine manière. Après, on passe sa vie à s'excuser, à dire ah mais j'aurais pas dû. Voilà. Et ça, voilà. Alors évidemment, il y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. On peut toujours dire ça, mais je pense qu'il y a une dimension morale que tu sous-estimes dans cette affaire. C'est pas une question d'intelligence,
C'est d'abord une question de valeur, voilà. L'actualité. Moi aussi, je suis démocrate. Et l'actualité politique, au sens cette fois le plus strict et le plus immédiat, c'est ce lundi la rencontre entre le Premier ministre qui recevra Marine Le Pen, la possibilité d'une censure qui semble revenir de manière un peu plus concrète. Tout à l'heure, sur notre antenne, Sébastien Chenu l'évoquait de manière assez nette dans l'événement de LCI. Votre regard là-dessus, c'est-à-dire, est-ce qu'effectivement la perspective d'un gouvernement qui tomberait si vite se rapproche? Luc Ferry. Oui, c'est évident, mais en même temps, on n'y gagnera rien. Ce sera simplement le bordel total. Parce que, et si ça se trouve, Macron renommera Barnier. Donc, on n'y gagnera absolument rien. Sauf peut-être quelques points en termes de communication pour ceux qui feront tomber ce gouvernement. Maintenant, je pense, et bon, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais je ne veux pas non plus radoter, que le budget Barnier est absolument catastrophique. C'est-à-dire que c'est un budget qui est à la fois récessif, qui conduira à l'augmentation du chômage, à une augmentation assez massive du chômage, et à une récession dans les entreprises, et notamment dans les grandes entreprises, mais pas seulement. Et par ailleurs, c'est aussi, voilà, c'est un budget qui est à la fois anti-keynésien parce qu'il va plomber la relance par la consommation, et anti-schumpeterien parce qu'il va casser les ailes d'entreprises françaises qui sont déjà en très grande difficulté en termes de compétitivité et d'innovation. Donc je pense que c'est le pire budget qu'on puisse imaginer. Quel serait l'intérêt du RN? Est-ce qu'il y a un intérêt? Chacun agit par intérêt. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que quand même je peux dire une petite... On parle de ça d'abord, précisément. Merci. Oui, non mais... J'aime ton côté paranoïaque comme moi. Moi aussi, je vais y répondre. Je ramenais au sujet. C'est Luc qui s'est éloigné, et comme il est sensible, avec une exquise modestie, j'ai ramené un peu le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Allez-y. Vas-y. Je vais vous dire. La stratégie de Marine Le Pen est exactement la même stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Ils veulent faire tomber le gouvernement pour mener une campagne sur la démission du président de la République. Car Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pensent que s'il n'y a pas rapidement une élection présidentielle, ils n'auront plus aucune chance. Aujourd'hui, ils rêvent tous les deux d'un second tour Marine Le Pen-Mélenchon, qui est la victoire assurée de Marine Le Pen. Voilà. Et c'est pour cela que aujourd'hui, le Rassemblement national est fasciné par l'idée d'une censure pour précipiter ce mouvement. La réponse à cela, et c'est là où je suis pas d'accord avec Luc, c'est les seuls qui avaient gagné les élections législatives, c'était le Front républicain. Donc, s'il y a une alternative, c'est un gouvernement de centre-gauche, c'est-à-dire un compromis historique entre la Macronie et le nouveau Front populaire. Alors, c'est eux qui ont gagné les élections. Mais non. C'est ce nouveau Front, c'est ce Front républicain qui avait empêché la majorité, la victoire de Marine Le Pen. Et le problème, le drame, c'est que les mélenchonistes et une partie des socialistes n'ont même pas la lucidité de comprendre cela. Car pour eux, ils veulent faire tomber Barnier et croient que comme ça, ils auraient un chemin pour prendre le pouvoir. Ils n'en ont pas. Les seuls qui peuvent profiter aujourd'hui d'une chute du gouvernement et de nouvelles élections présidentielles, c'est le Rassemblement national. Non, d'abord, je crois, pas d'accord avec Dany, je crois que le NFP a totalement perdu les dernières élections. Donc ça, c'est une blague, c'est une plaisanterie. Leur électorat, c'est 27%. Et l'électorat du Rassemblement national, tout seul, c'est 37%. Si vous rajoutez la droite LR, c'est 47%. Et si vous rajoutez le centre-droit, on arrive à 63%. Donc la droite est ultra majoritaire dans ce pays. Donc c'est pas du tout le NFP qui a gagné. Ils ont gagné en ce sens qu'ils ont fait barrage au Rassemblement national dans les élections législatives. Mais ni en voix ni en siège, ils n'ont gagné. Ils ont totalement perdu. C'est un échec en race campagne. Donc je peux pas être d'accord avec ça. La droite est ultra majoritaire. Il est normal que Macron appelle un homme de droite au gouvernement. Non, mais je te donne des chiffres exacts. Je n'ai pas dit. Oui. Non, Luc, il faut qu'on se reprenne. Je n'ai pas dit que c'est le nouveau Front populaire qui a gagné. Au contraire, il a perdu. Ouais. Je dis que c'est le Front républicain. Mais il n'y a pas eu de Front républicain. Appelé c'est pas. Si, le Front républicain, la Macronie a appelé au Front républicain, les autres.
le nouveau Front populaire, tu as raison, c'est le score le plus bas de la gauche depuis une éternité. Donc, peut-être que je me trompe, mais au moins comprendre ce que je dis. Je dis, ceux qui ont appelé ensemble au Front républicain ont ensemble gagné les élections contre l'extrême droite, et ceux qui ont totalement perdu les élections, c'est le parti du Premier ministre, ce sont les Républicains. Oui, non mais ça, que les Républicains soient totalement dans les choux, ça fait 7 ans que je le dis quasiment chaque semaine ici, on est bien d'accord, mais quand on tient compte de la totalité de l'électorat français aujourd'hui, la droite est ultra majoritaire et donc c'est normal qu'on ait aujourd'hui un gouvernement qui soit plutôt de droite et centre-droit. Est-ce que les modérés paient la facture d'avoir voulu faire barrage au Rassemblement national ? Et si on met ensemble les deux sujets qu'on vient de traiter, est-ce que ça montre pas que, à tort ou à raison, l'extrême droite est restée en France moins fréquentable que l'extrême gauche. Et on a le résultat Tout à fait, c'est vrai. D'ailleurs, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez d'ailleurs vous-même, Darius, tout à l'heure, sur le fait que même la gauche extrême est totalement totalitaire, même la gauche maoïste est mieux vue aujourd'hui que l'extrême droite, évidemment. Et donc, oui, ça rejoint tout à fait ça. Mais encore une fois, le problème, et là-dessus, on va être à nouveau d'accord, Dany et moi, c'est que dans la situation actuelle où il y a 6 courants politiques qui se détestent entre eux en France, le gouvernement de la France est impossible. Voilà, c'est pour ça que moi je défends le scrutin majoritaire et le système allemand. Voilà, et c'est vrai que tant qu'on n'aura pas cette obligation, pas majoritaire. Pardon ? Tu t'as fait un lapsus. Oui. Tu défends le scrutin proportionnel. Ah oui, pardon, merci. Pas le scrutin majoritaire. Merci à toi, tu as raison. Non, mais tu as raison, c'est un lapsus stupide. Alors, tout ça, je défends le scrutin proportionnel et le système allemand parce que je pense qu'il faut que les êtres de bonne volonté travaillent ensemble. Et donc, c'est ça le but qui devrait être celui de Barnier aujourd'hui. Tout ça sans budget. On est bien d'accord. Pour l'instant, pas de budget. Ça paraît quand même une situation. C'est impossible, le budget. D'abord, ce budget est complètement débile. Il ne peut satisfaire personne. Ni la droite, ni l'extrême droite, ni la gauche, ni l'extrême gauche. Donc, on peut pas faire plus bête. Barnier aurait dû faire un budget en disant, voilà, je fais un budget pour les 3 ans, les 4 ans qui viennent. Tant pis si je suis plus là. Mais je fais un budget sérieux. Là, c'est un budget. En vérité, on va avoir 70% d'augmentation des charges. Et donc, on peut pas faire plus bête, pardon de le dire, mais il n'y a pas, que ce soit au MEDEF, que ce soit à l'extrême gauche, que ce soit au Rassemblement national, mais personne ne veut de ce budget. Dany. Oui, je crois que, mais là, le problème, il est que, visiblement, le Premier ministre Michel Barnier n'a écouté personne. Personne, ouais. Il n'a pas essayé de faire des compromis. À sa décharge, les forces politiques au Parlement ne voulaient surtout pas parler à quelqu'un. Ils ne parlaient que pour eux-mêmes, qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire que personne n'a essayé de faire des propositions qui auraient pu être des compromis avec d'autres forces politiques. C'est un peu en fait un cercle vicieux. Aujourd'hui, donc Barnier va passer par le 49.3. Et après, avec n'importe quel budget, bon, pour Luc, il est terrible, pour moi, il n'est pas bon, mais c'est pas ça. On verra. Le problème, c'est qu'après, donc, on va vers la motion de défiance. Oui. D'accord ? Ce gouvernement va être censuré. Et après, je dis que où c'est la stratégie Rassemblement national et LFI qui passe, et on aura des manifestations énormes pour la démission. Le jeudi, ce sera l'appel à manifester du Rassemblement national. Le vendredi, de la France insoumise. Le samedi, les muets resteront à la maison, etc. Voilà le problème de la France aujourd'hui. C'est que comme personne ne propose un véritable projet, un compromis historique. Regardez, moi en Allemagne, dans la situation, aujourd'hui, je défends pour le prochain gouvernement, après les prochaines élections, un compromis historique entre les Verts et la droite.
parce que je crois que c'est le compromis sociétal nécessaire pour faire les réformes nécessaires sur le climat. Danny Cohn-Bendit, restons en France. Oui. Et puisque vous parlez de l'Allemagne, Madame Merkel sort ses mémoires. Grand événement, Freiheit, la liberté. Je crois que ça sort. Vous restez pas en France si vous allez avec Merkel. Dans quelques jours, pardon. Vous restez pas en France si vous allez avec Merkel. Mais elle est mondiale. Elle est mondiale, Angela Merkel. Non, elle est un peu allemande. Là, lisons ce qu'elle disait dans la crise concernant la Grèce. Il y a quelques pages, il y a beaucoup de pages extraordinaires dans sa biographie, dans sa autobiographie, ses mémoires, et notamment ce moment où elle raconte tous les Européens autour de la table qui veulent en quelque sorte, en bon français, la taper. Ils veulent l'argent des Allemands. Et elle s'énerve, la discussion part en français, en allemand, en anglais, les traducteurs n'arrivent plus à suivre parce qu'elle comprend que, en réalité, les Grecs, les Français, etc., veulent simplement que l'Allemagne paye. Point. Et elle dit, avec une certaine colère, je ne peux en aucun cas donner de l'argent. Pourquoi personne ne force-t-il la Grèce, c'est la Grèce, c'est une faute on a écrit la France. La Grèce à faire des économies, vous voyez, c'est un lapsus. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça peut être demain la France ? Oui, bien sûr. Et là, écoutez, avec 3250 milliards d'euros de dette, on est complètement dans les choux. Évidemment que l'État est en faillite. Mais personne ne pourra redresser la situation, indépendamment des choix budgétaires, économiques, sans que la politique soit représentée, soit majoritaire, sans que le patron de la politique française soit majoritaire. Moi, je vais vous dire... Pardon de vous couper, mais l'aveuglement, on est à ce point, sincèrement, vous pensez qu'on peut arriver au point où les Allemands vont devoir dire est-ce que oui ou non on paye pour la France ? Mais c'est déjà le cas d'une certaine manière, parce que ce qui fait que les taux d'intérêt français n'augmentent pas davantage, c'est parce qu'on est dans l'Union européenne et c'est grâce aux Allemands que ça n'augmente pas davantage. Et puis aux autres Européens, mais surtout aux Allemands. Sinon, si on faisait le Frexit, on aurait des taux d'intérêt qui exploseraient. Et alors là, on aurait des taux d'intérêt qui seraient pas gérables, qui seraient pas assumables. Déjà aujourd'hui, c'est très difficile. Et c'est pour ça que je dis que tout ça renvoie in fine. On peut discuter sur le budget, il n'est pas terrible. Moi, je le trouve effroyable parce qu'il va augmenter le chômage et la récession. Mais peu importe. De toute façon, on n'arrivera pas à faire quelque chose de solide si on n'a pas un jour un gouvernement qui est majoritaire en France. Et ça suppose que les hommes de bonne volonté ou les femmes de bonne volonté, je vais être politiquement correct, travaillent ensemble. Moi, je pourrais travailler sans difficulté avec Danny Cohn-Bendit et Sébastien Chenu. Je m'en fous. Je pourrais travailler avec des gens du moment qu'ils sont de bonne volonté, qu'on se met d'accord sur un projet. Évidemment que j'aurais aucune difficulté de travailler avec des sociodémocrates et avec des LR. Attendez, est-ce que Daniel Cohn-Bendit serait prêt à travailler avec Ferry et Sébastien Chenu ? Justement, mais moi je suis un vrai démocrate, contrairement à Danny. Danny Cohn-Bendit. Darius. Malheureusement, Madame Merkel ne dit pas la vérité. Parce que moi, j'étais au Parlement européen et le problème de la Grèce était différent. Son ministre de l'économie, M. Schäuble, à l'époque, voulait la sortie de la Grèce de la zone euro. Et c'est François Hollande qui a dit à Mme Merkel, pas avec la France. Si vous faites cela, il y aura une rupture entre la France et l'Allemagne. Et dans la nuit, Mme Merkel a demandé à son ministre de l'économie, M. Schäuble, de quitter la salle. Et c'est elle qui, avec le Premier ministre grec et la France et l'Allemagne, qui ont trouvé ce compromis qui était justement d'encadrer d'une manière très forte la politique de la Grèce, mais de soutenir que la Grèce reste dans l'euro. Et c'était pas simplement pour taper l'Allemagne, parce qu'il y avait un problème énorme, qui était à l'époque que la France et l'Allemagne donnaient de l'argent à la Grèce pour acheter des armes, des navires allemands et de l'armement français. Et ça, c'était, oui, à l'époque, une partie de l'argent qui était cédé à la Grèce était pour acheter de l'armement franco-allemand. Donc je crois qu'il y avait, de la part de l'Allemagne, une myopie aussi sur la politique allemande et le raisonnement de l'Allemagne face à la Grèce. Que la Grèce a été responsable de ces faillites, incontestablement, mais que la politique allemande était aussi propre que comme le prétend Madame Merkel, ce n'est pas vrai.
Écoute, sur maintenant, sur la situation d'aujourd'hui, est-ce que vous comprenez le contribuable allemand et ses représentants politiques qui disent on veut bien payer pour les autres 1 an, 2 ans, 5 ans, mais pas 20 ans? Non, mais là, je suis désolé de le dire, mais pas seulement vis-à-vis de l'Allemagne, mais vis-à-vis des Polonais, on passe pour des clowns. Voilà, avec notre dette, nos déficits publics, et sans que personne ne pense à apurer les comptes publics. Voilà, personne n'ose le faire. Parce que pour pouvoir le faire, c'est pour ça que je reviens toujours à la politique et à l'Union nationale, pour pouvoir le faire, il faut un courage politique extraordinaire, parce que ça suppose, par exemple, de ne pas renouveler des départs à la retraite de fonctionnaires, mais assez massivement. Et donc ça suppose un courage politique qu'on ne peut avoir que si on est majoritaire, si on a un gouvernement qui est majoritaire. Voilà. Est-ce qu'on va assister à un mouvement, disons, de réforme des États? En d'autres temps, c'était le thatcherisme. Aujourd'hui, c'est je sais pas comment on appelle ça, le muskisme. Regardez il parle par tweet, donc il faut citer ses tweets, une de ses illustrations sur les codes fiscaux, n'est-ce pas, tels que, et ça c'est transposable en France, dans beaucoup de pays, etc. Le code tel qu'on l'a et le code fiscal tel qu'on en aurait besoin. Musk, avec cette vague, disons, qui rejoint un de vos dada, Luc Ferry, qui est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, est-ce qu'on entre là dans des temps nouveaux? Ah ben oui, bon, on en parlera. Il faut vraiment qu'on fasse un jour une partie de l'émission complète sur cette affaire d'intelligence artificielle, parce que ça va bouleverser le monde comme jamais, notamment sur le plan social. Voilà, avec les robots que sort Elon Musk, là, ces fameux robots Optimus, il va y avoir un impact. Ce sont des centaines de millions d'emplois qui vont disparaître. Moi, je l'ai dit, mais Dany, ne secoue pas la tête. J'ai fait traduire 50 pages de mon livre à ChatGPT. En 5 minutes, il m'a traduit 50 pages de français en allemand. J'ai pu vérifier la traduction. C'est parfait. Vous avez des métiers entiers qui vont disparaître. Et donc, Elon Musk, il est bien placé pour le savoir, parce que c'est lui, il est un des 10 au monde qui pilote cette révolution de l'IA. Donc, il sait de quoi il parle, évidemment. Et ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces gens-là, ça va nous tomber dessus dans les 10 ans qui viennent de manière inimaginable. Les Français sont pas du tout au courant. Chaque fois que je fais une conférence sur l'IA, je m'aperçois que dans la salle, il n'y a pas 5% des Français qui ont ChatGPT, y compris des chefs d'entreprise, des militaires, des médecins, qui ont ChatGPT 4, ils ont tous le 3, ils savent même pas de quoi ils parlent. Dany. Donc on a un vrai problème là-dessus, oui. Dany branle la tête, je vous avertis. C'est son droit. C'est pas sur ce que dit Luc. Ah bon? C'est qu'à chaque fois que vous posez une question, tu te tournes vers la droite, c'est tout. C'est parce que moi, après, pour reprendre... Oui, mais ça, je m'en fous. Sur la droite, à l'écran, Dany. Oui, à l'écran, tu es sur la droite, pour ça que je regarde. Je m'en fous. Je veux dire simplement, il pose une question qui est une question, tu donnes une réponse. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je veux pas me plaindre, Darius, il fait ce qu'il veut, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Il charge son émission comme il veut. Mais pour dire ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, pauvre Darius, l'Allemagne ne peut pas soutenir la France parce qu'elle est elle-même dans une situation catastrophique. Non. L'économie allemande est en une... Et pour l'inverse de la situation en France, avec son frein à l'endettement, l'Allemagne, pendant 15 ans, a complètement ignoré les nécessités de modernisation de son infrastructure et de modernisation technologique. Et sur le dada de Luc, il a raison, sur l'intelligence artificielle, l'Allemagne est loin derrière, même loin derrière la France. Donc je crois que l'Allemagne aujourd'hui ne peut pas jouer le rôle qu'elle devrait jouer en Europe, parce qu'elle n'en a plus les moyens, parce qu'elle a sacrifié sa compétitivité industrielle. L'industrie allemande n'est plus ce qu'elle était. Volkswagen, Mercedes sont, en ce qui concerne la voiture électrique, mais à la remorque de la Chine. C'est pas parce qu'ils ont misé sur des voitures haut de gamme qui ne se vendaient plus, qui ne pouvaient pas se vendre de cette manière en Europe. Donc, le problème de l'Allemagne, la question, ce n'est pas est-ce que l'Allemagne, on va continuer à vivre sous les données de l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, est en incapacité de jouer le rôle industriel, économique qu'elle devrait jouer en Europe. Et donc,
c'est à la France et à l'Allemagne de se poser des questions sur les erreurs qui ont été commises depuis une vingtaine d'années des deux côtés du Rhin. Danny Cohn-Bendit, cette fois je me tourne vers vous en priorité. Regardez, là, je vous pose la question à vous en priorité et ça concerne l'Allemagne, Berlin. C'est cette nouvelle qui a eu un tel retentissement, en tout cas en Allemagne et dans une partie des pays européens. Ces déclarations de la chef de la police berlinoise qui ont évidemment beaucoup choqué parce que ça laisse entendre qu'elle ne peut plus assurer la sécurité des personnes et des biens comme elle devrait. Elle parle des homosexuels et des juifs en Allemagne en 2024 et elle dit « Il y a des domaines, et nous devons être honnêtes à ce stade, dans lesquels je conseillerais aux personnes qui portent une kippa ou qui sont ouvertement gays ou lesbiennes d'être plus prudentes. Il faut être prudent. Certains quartiers où vit une majorité des personnes d'origine arabe. » Ça paraît inouï et on peut vérifier, la version allemande, la traduction est bonne, c'est-à-dire qu'on a la chef de la police de Berlin qui affirme qu'elle recommande aux personnes qui portent une kippa, donc les juifs, ou les gays et lesbiennes, ou dit-elle cette formule un peu étrange, qui sont ouvertement gays ou lesbiennes, il faut être prudent. Quelle est votre réaction ? Comment est-ce qu'en 2024, quand on sait évidemment en plus l'histoire de l'Allemagne, enfin ce que ça signifie pour les Allemands eux-mêmes, comment est-ce possible ? Danny ? Alors, personnellement, je suis souvent à Berlin. Tout le monde sait que je suis juif. Tout le monde. J'ai pas de kippa. J'ai pas été agressé. Qu'il y ait de l'antisémitisme, qu'il y ait du racisme anti-homosexuel, évidemment, anti-queer, évidemment. Mais je crois que la police allemande aujourd'hui exagère parce que ils ont des tas de problèmes de gestion de la ville et ils essayent comme ça de s'en sortir. Donc je crois, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais la manière dont elle exprime ces problèmes est exagérée. La seule preuve de l'exagération que je puisse avoir, c'est moi-même. Je nais et je fais tous les quartiers, puisque une partie de ma famille habite dans les soi-disant, dans les quartiers, enfin tout près des quartiers soi-disant dangereux. Jamais je n'étais agressé. Les gens m'interpellent, me disent « Mais Danny, pourquoi tu défends Israël ?» et tout ça. Mais ce n'est pas vrai. Qu'on ne peut pas, en tant qu'homosexuel, c'est exagéré. Qu'il y ait des problèmes, mais il y en a en France aussi. Il y en a en France aussi. Les quartiers perdus de la République, ça existe. Mais il ne faut pas exagérer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, encore une fois. Mais je crois que la manière dont intervient la responsable chrétienne démocrate est exagérée. Moi, je crois que c'est le même problème en France. En tout cas, en France, je ne crois pas que le problème soit exagéré. Moi, j'ai beaucoup d'amis juifs qui rasent les murs aujourd'hui et qui ne pourraient pas aller dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la vérité. Un ministre de l'Éducation me disait, et je pense qu'il avait des chiffres sérieux, je ne les ai pas vérifiés, mais je crois que c'est vrai, il n'y a plus un élève juif dans les lycées et les collèges publics de Seine-Saint-Denis, ou quasiment plus un seul. Voilà. Et donc, et dans les quartiers nord de Marseille, c'est une évidence. Voilà. Donc, je pense qu'on a là un problème majeur. Et c'est vrai que quand on pense que c'est en 2024 qu'on vit ça, personne n'y aurait pensé, personne n'y aurait cru il y a 20 ans. Et là, on a quand même les territoires perdus de la République qu'évoque Danny. Oui, ils sont vraiment perdus. Et là, je pense que on peut pas s'y balader, passer 21 heures sans risquer gros. Voilà. Bon. Et moi, bon. Oui, le fait qu'une chef de la police en plus le formule en disant bah, mon Dieu, on peut pas faire grand chose. C'est à vous d'être prudent, dingue. Comme si c'était la charge reposait sur les homosexuels et les juifs. Mais c'est ça qui est dingue. Ce qui est dingue, c'est que ce soit le chef de la police qui avoue qu'elle peut rien faire. Bah, ça, c'est délirant. C'est ça qui est le plus choquant, c'est qu'elles disent au fond voilà, on est à Berlin. Moi, j'aime beaucoup Berlin. Je trouve que c'est une ville formidable. On est à Berlin, mais soyez gentils, nous on peut rien faire pour vous. Alors ne sortez pas dans tel ou tel quartier. Mais c'est pas au chef de la police de dire ça. C'est dingue. Danny ? Écoutez, d'abord c'est dingue que le chef de la police dise ça et que comme elle connaît les quartiers, il suffit de mettre des policiers dans ces quartiers. Pour que ça n'arrive pas. Je veux dire, la démission, imaginons qu'elle ait des informations, c'est pas des quartiers, c'est des rues.
C'est pas tout un quartier, parce qu'il n'y a pas ce genre de ghetto où il y a un quartier, c'est Kreuzberg, mais Kreuzberg est complètement mélangé entre différentes couches sociales, etc. Et il y a quelques rues, si c'est un problème de quelques rues, qu'elle y mette des policiers. Ben voilà. Je veux dire, c'est complètement idiot. Moi, je crois que c'est exagéré, mais je n'en sais rien, à la rigueur. J'en sais rien. Mes amis juifs de Berlin me disent ce n'est pas tout à fait vrai. Mais qu'il y ait une pression anti-homosexuelle chez des jeunes, disons, et souvent ce sont des jeunes musulmans, mais il y a la même chose, c'est des jeunes qui ne sont pas musulmans. Il y a à droite aussi, dans la base de la droite, il y a des ressentiments contre les lesbiennes et contre les homosexuels qui existent aussi. Je veux dire que ça soit vrai, qu'il y ait l'antisémitisme, qu'il y ait de la haine contre les homosexuels et contre les lesbiennes, aussi dans l'immigration, c'est évident. Le problème, il est qu'aujourd'hui, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On démissionne, ou on met de la police, ou la société se réveille pour arrêter cela. Que dites-vous Que dites-vous, messieurs, de ce sujet-là ? C'est-à-dire, le pape François, est-ce qu'il vous charme ou est-ce qu'il vous irrite quand le pape François refuse de venir à Notre-Dame le 8 décembre ? Alors, je ne sais pas si vous êtes plus papiste qu'elle, plus papiste des deux. Ce pape de gauche qui déteste tout ce qui est décorum, tout ce qui est trop solennel, qui aime ce qui est un peu plus marginal, etc., qui accepte d'aller en Corse, je crois que c'est le 15 décembre, mais qui refuse d'aller à la grande solennité de Notre-Dame ressuscitée le 8 décembre. Comment est-ce que vous interprétez ça ? Est-ce que ça vous dites bravo ou est-ce que ça vous irrite profondément ? Commençons par Danny Cohn-Bendit. Oui. Danny, toi. J'en ai rien à cirer. J'en ai rien à foutre. Vraiment, le pape va inaugurer Notre-Dame. Très bien pour lui et Notre-Dame. Il n'y va pas. Notre-Dame et les catholiques français s'en passeront. Le pape va en Corse, vive que les Corses se réjouissent. Le pape vient les voir, mais il n'ira pas se baigner parce qu'il fait trop froid, c'est l'hiver. Qu'est-ce que vous... Je n'ai pas une position, surtout. Je suis athéiste. Je suis athée. Danny Cohn-Bendit, attendez. Vous avez le droit d'être athée. Il y a 1 milliard de catholiques dans le monde. Ça représente quand même quelque chose. On ne peut pas ou plus, mes chiffres datent un petit peu. Oui. Quoi qu'il en soit, ça représente quelque chose. On ne veut pas dire que ce ne soit rien. Le fait qu'ils ne viennent pas dans le lieu vraiment représentatif de la chrétienté, d'une certaine civilisation, est-ce que pour vous, ça vous le rend sympathique ? C'est un pape de gauche, un peu provoquant par bien des uns, ou au contraire, est-ce qu'il y a là quelque chose qui vous choque ? Sympathique. Il m'est pas sympathique. Toutes ces déclarations sur l'homosexualité m'ont toujours rendu antipathique. Complètement antipathique. Et vraiment, de gauche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a 5 minutes, on parlait de ces gens qui étaient agressifs contre les homosexuels. La parole du pape sur l'homosexualité permet l'agressivité de certains catholiques contre les homosexuels. Donc, j'en ai rien à cirer. Vraiment, et qu'il soit pour les pauvres contre les riches, well done, très bien, mais qu'il aille, vraiment, je ne vois pas, c'est vrai qu'il y a 1 milliard et demi de catholiques, mais moi j'ai assez de problèmes avec 16 millions de juifs dans le monde. Bon. Et on ne peut pas aller chercher le pape comme on est allé chercher Pie VII pour le sac de Napoléon. Mais enfin. C'est joli, Pie VII, c'est mignon comme nom. Mais blague à part, moi aussi je suis athée, complètement athée. Il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde, donc majoritairement catholiques. Mais parce qu'il y a des protestants, bien sûr, mais il y a toutes sortes de protestants, mais c'est quand même minoritaire. Mais il y a non, là où Danny, tu es sévère avec ce pape-là sur la question de l'homosexualité, c'est le pape le plus ouvert qui soit. N'oubliez pas que c'est lui qui a permis, au grand scandale d'ailleurs des catholiques traditionnalistes, la bénédiction accordée aux couples homosexuels mariés.
Alors, c'est la bénédiction qui est accordée. Alors bon, c'est pas le sacrement, mais c'est une bénédiction. Donc il est allé beaucoup plus loin que les autres papes qui, dans la tradition de l'Église, considèrent que l'homosexualité, la pratique de l'homosexualité est un péché mortel. Bon, maintenant, sur la question Notre-Dame ou la Corse, il est évident qu'il y a une vraie fâcherie du pape contre Emmanuel Macron, pour des raisons d'ailleurs où pour une fois, moi je défendrais Emmanuel Macron. Le pape est très immigrationniste, donc il critique beaucoup Macron sur la question de l'immigration, alors que franchement, le pauvre Macron n'a pas fait grand-chose sur le sujet. Et deuxièmement, il critique évidemment Macron sur le mariage gay. Et donc là aussi, bon, je dirais, et donc du coup, c'est Macron qui va se déplacer pour aller voir le pape en Corse, au lieu que ce soit le pape qui se déplace pour aller inaugurer Notre-Dame, qui est quand même un édifice, sans vouloir pousser la France, qui est quand même un édifice qui est connu dans le monde entier. Enfin, c'est comme la Tour Eiffel. Bon, voilà. Donc c'est quand même très étrange. Ça veut dire quand même une vraie fâcherie du pape contre la France et contre la France de Macron de pas venir à Paris pour l'inauguration de Notre-Dame. Et aller en Corse une semaine après, c'est quand même un vrai camouflet. C'est pas la peine de dire le contraire. Et c'est vraiment sur la question de l'homosexualité et de l'immigration qu'il y a le mariage gay. Mais encore une fois, Dany, ce pape a permis la bénédiction accordée aux couples homosexuels, ce qui est quand même une incroyable avancée pour les homosexuels catholiques. Oui, il a repris quand même tout un discours contre la contraception, sur le mariage et tout ça. Oui, sur l'avortement. Sur l'avortement surtout. Oui, sur l'avortement. Donc je dis, mais que les catholiques, que Darius soit choqué que le pape n'aille pas... Je suis choqué de rien du tout, rien, je vous rassure. À Notre-Dame. Je vais défendre Darius. J'ai été à la paroisse protestante quand j'étais petit et maintenant, comme tout journaliste, mes opinions ne regardent personne. Tu seras béni. Va en Corse, il va te bénir. Il va te bénir. Alors, laissons le pape. J'aimerais vous entendre l'un et l'autre. Moi, personnellement, j'ai assez de problèmes avec les 16 millions de juifs. Et pour ça, que Notre-Dame... Tu la laisses aux catholiques, oui. Rendez-vous lui décembre. Allez, j'aimerais vous entendre l'un et l'autre. Court, hélas, on va à la conclusion. Mais votre vraiment opinion du cœur et de la raison sur Boualem Sansal, citoyen français. Il faut le rappeler. Boualem Sansal n'est pas seulement citoyen algérien, il est citoyen français. Oui. Arrêté en Algérie. On se rappelle, vous parliez de Sartre, De Gaulle disant en parlant de Sartre, on n'arrête pas Voltaire. Est-ce que là, on a arrêté Voltaire, c'est-à-dire quelqu'un qui incarne la liberté? On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, j'ai eu le plaisir de le rencontrer il n'y a pas très longtemps. Et d'abord, je dirais que c'est un type absolument adorable. Il est d'une douceur et d'une gentillesse, même quand il dit des choses extrêmement dures. C'est vraiment un homme, mais absolument charmant. La qualité humaine est omniprésente chez lui. Bon, moi, j'ai eu vraiment un immense plaisir à échanger avec lui. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que il représente quelque chose. C'est pas Voltaire, mais il représente quelque chose en matière d'écrivains qui défendent avec un courage immense la liberté, qui ne pouvait que déplaire profondément au gouvernement algérien. Voilà, c'était presque prévisible. Dany Cohn-Bendit. Luc et moi, nous avons signé ensemble une pétition pour lui. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. Nous avons fait des débats sur le développement durable, sur le problème, tout ça. On n'arrête pas. Voilà, le gouvernement algérien est un gouvernement militaro-totalitaire qui fait n'importe quoi, qui est totalitaire, et donc c'est scandaleux. Il faut le défendre. Et on n'a pas besoin de dire qu'on partage ce qu'ils disent ou pas. On n'a pas besoin de dire ces choses-là. On défend quelqu'un parce qu'il est libre, il doit être libre d'écrire et de penser ce qu'il veut, et que ce gouvernement militaro-totalitaire algérien ne veut pas que les êtres humains, les Algériens, pensent ce qu'ils veulent. Et c'est cela que paye Boualem Sansal, c'est tout. Et le reste, c'est de la littérature. Merci beaucoup Alain. Et allô, dans quelques instants, merci Darius. Margot Haddad reçoit Elisabeth Borne, ancienne première ministre, mais aussi Pierre Servan. Et on reviendra évidemment plus tard dans la soirée sur la situation en Ukraine et en Russie. À tout de suite.